C'est un détail physique assez troublant quand on y pense. Ah oui, très troublant. À sa naissance, en 1875, le petit Edward Alexander Crowley avait une particularité. Sur le centre de son cœur, il avait 4 poils foncés. Et pas disposé n'importe comment. Exactement. Il formait très exactement une croix gammée. Wow, dès le berceau, quoi. Ouais, bon, il faut tout de suite préciser qu'à l'époque victorienne, ce symbole n'avait pas du tout la connotation tragique du XXe siècle. C'était un ancien emblème oriental, souvent lié au bouddhisme. C'est ça, oui. Mais le truc, c'est que Crowley lui-même choisit de rapporter ce détail dès les toutes premières pages de ses mémoires. Ça pose le décor tout de suite. Ça nous montre surtout comment il se percevait, ou plutôt comment il avait désespérément besoin de se percevoir. Comme quelqu'un de fondamentalement différent, c'est ça? Complètement. Élu, différent du reste de l'humanité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre mission, c'est de plonger dans ce document historique fascinant. Ça s'appelle « Les Confessions d'Aleister Crowley ». Et il a carrément sous-titré ça « Une auto-hagiographie ». Une auto-hagiographie, ouais. Donc littéralement, la vie d'un saint écrit par lui-même. Ça annonce la couleur, hein. C'est clair. Et pour notre auditoire, le but de cette exploration aujourd'hui, c'est pas de juger les dogmes religieux de l'époque ou de valider ses pratiques occultes. On va rester très impartiaux. Tout à fait. L'idée, c'est de comprendre la mécanique psychologique derrière tout ça. Voilà. Comment un jeune garçon surdoué mais complètement opprimé a fini par devenir l'une des figures les plus rebelles et controversées de son siècle. Et pour analyser cette transformation, il faut d'emblée qu'on se mette d'accord sur un cadre de lecture. Ces mémoires, c'est pas un compte-rendu journalistique. C'est très romancé, on est d'accord. En fait, lui-même s'appuie sur les travaux de Freud pour prévenir son lecteur. Il dit que sa mémoire est hautement sélective. D'accord, donc il arrange un peu la vérité. Il part du principe que l'esprit humain oublie ce qui le dérange et magnifie ce qui sert son but profond, ce qu'il appellera plus tard son véritable vouloir. Son véritable vouloir. Intéressant. Du coup, les anecdotes de son enfance, faut pas les lire comme de simples faits bruts. Ce sont les mythes fondateurs qu'il a consciemment choisi de nous raconter. Pour justifier ce qu'il est devenu par la suite, en fait. Exactement. Chaque souvenir qu'il livre, ça nous montre comment il a forgé son armure psychologique. Bon, décortiquons un peu tout ça, justement. Cette fameuse forge où son armure s'est créée, c'est son environnement familial. Et quel environnement! On peut le dire. Son père, Edward Crowley, c'est un homme qui a hérité d'une fortune immense. Il est ingénieur de formation, mais il passe sa vie à prêcher. Il faisait partie d'une secte très spécifique, les Frères de Plymouth. Ouais, et pas n'importe quelle branche. La branche dite exclusive. Ce qui est le niveau au-dessus en termes de radicalité. Totalement. C'est pas juste du conservatisme religieux. C'est une doctrine qui exige de se couper de tout ce qui n'appartient pas à la secte. Le monde extérieur est vu comme corrompu pur et simple. C'est ça. Et au centre de tout ça, il y a cette angoisse perpétuelle du second avènement du Christ. Il pensait que, d'une seconde à l'autre, les vrais croyants allaient être aspirés au ciel. Et que les autres allaient rester sur Terre pour subir l'apocalypse. Une vraie ambiance de fin du monde au quotidien, quoi. Et c'est là que j'ai envie de dire, c'est une véritable cocotte minute intellectuelle sans soupape de sécurité pour un gamin. Oh, l'image est parfaite. Et cette notion de l'enlèvement, ça crée une terreur indescriptible. Il y a une anecdote glaçante dans les sources à ce sujet. Vas-y, raconte. Eh bien, le jeune Crowley a genre 8 ou 9 ans. Un matin d'été, il rentre à la maison après avoir joué dans le jardin et il trouve la maison complètement vide et silencieuse. Ok, la situation classique où les parents sont partis faire une course, quoi. Pour un enfant normal, oui. Mais lui, avec son conditionnement, sa conclusion logique et immédiate, c'est que le Christ est revenu et qu'il a été laissé pour compte. Ah waouh, la panique totale. Absolument. Dans sa tête d'enfant, ce silence, c'est la preuve irréfutable de sa propre damnation éternelle. C'est d'une violence invisible, mais brutale. C'est terrifiant. Et cette rigidité, elle se niche même dans les détails les plus absurdes. Par exemple, les textes parlent de Philip Goss, un membre très influent de leur secte. Ah oui, l'histoire de la dinde de Noël. C'est ça. Un jour de Noël, Goss découvre que ses domestiques ont osé acheter une dinde. Et tu sais ce qu'il fait? Il la jette, non. Littéralement à la poubelle. Juste pour être sûr que sa maison ne participe pas à une fête dont les origines sont vaguement païennes. C'est d'un fanatisme hallucinant. Et chez les Crowley, c'était un peu pareil. Pour faire un petit cadeau à l'enfant sans fâcher Dieu, on l'autorisait à manger de la dinde le 24 ou le 26 décembre. Mais interdiction formelle le 25. Évidemment, il fallait pas célébrer le jour J. Mais du coup, j'ai une question. Avec un père aussi dogmatique, comment ça se fait que l'enfant l'idolâtrait alors qu'il méprisait totalement sa mère, qui subissait la même religion?
Ce qui est fascinant ici, c'est la perception qu'a un enfant de l'intégrité intellectuelle. L'intégrité? Ouais, c'est-à-dire, Crowley, même petit, respectait la force et la logique. Son père, il croyait de tout son être à la fin du monde, et il vivait en parfaite cohérence avec ça. Il joignait le geste à la parole, en gros. Exactement. Il distribuait des tracts et il voyageait pour prêcher devant des foules immenses. Il incarnait un vrai leadership. Sa foi, c'était un engagement absolu. D'accord. Et la mère, alors? La mère est décrite dans ses textes comme quelqu'un dont les instincts naturels étaient complètement écrasés par ce dogme. Ça la rendait aigrie, hypocrite et mesquine, selon lui. Donc il voit deux réactions face au même dogme. L'affirmation du père et la soumission de la mère. C'est ça. Et c'est là que se forge son respect viscéral pour la volonté et son profond dégoût pour la faiblesse. Mais cet équilibre bascule en 1887. Son père meurt d'un cancer de la langue, très brutalement. L'encre disparaît. La seule figure d'autorité qu'il respectait n'est plus là. Et là, c'est la chute. Il tombe sous la coupe de son oncle maternel, Tom Bond Bishop, un homme qu'il déteste pour son hypocrisie. Et surtout, on l'envoie à l'école de Cambridge, dirigée par le révérend Chumney. Une école qui ressemble plus à une usine à broyer les enfants qu'à autre chose. Mais vraiment, c'est l'enfer sur Terre. Le système du révérend Chumney s'était basé sur une oppression très vicieuse, la suspicion permanente. Les élèves devaient se surveiller entre eux, c'est ça. Oui. Toute amitié entre garçons était vue comme un complot contre l'autorité. La délation était carrément exigée pour prouver sa pureté spirituelle. C'est une secte dans la secte, quoi. Et les punitions étaient d'une cruauté dingue. Les sources décrivent un enfant qui a reçu 120 coups de canne sur les épaules nues pour un vol même pas prouvé. 120 coups, c'est de la torture. Le tout entrecoupé de prières pour qu'il se repente, bien sûr. La religion comme arme de sadisme pur, masquée en vertu. Et évidemment, le jeune Crowley finit par se faire broyer par cette machine. C'est là que ça devient vraiment intéressant. À 12 ans, un élève invente une histoire de toute pièce et le dénonce. Il l'accuse d'avoir été ivre, c'est bien ça? Ouais, ivre à 12 ans. Et la punition est dévastatrice. Ils appellent ça le Coventry. L'isolement total. Pendant des mois, personne, ni prof, ni élève, n'a le droit de lui parler. Il est nourri au pain et à l'eau. Et pendant la récréation, il doit marcher seul, en boucle, dans la cour. C'est de la privation sensorielle et sociale à ce niveau-là. Complètement. Et son corps finit par lâcher. Les archives médicales montrent qu'il développe une albuminurie sévère. Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas, l'albuminurie, c'est quand les reins s'arrêtent de filtrer correctement à cause d'un stress extrême, les protéines fuient dans l'urine. C'est un effondrement physiologique total. Mais du coup, je me demande un truc. N'est-ce pas simplement le mécanisme de défense tragique d'un enfant traumatisé? Au lieu de subir son impuissance, il choisit de devenir le méchant pour reprendre le contrôle. Si l'on relie cela au contexte global, c'est exactement ça. Mais avec une rationalité glaçante. C'est-à-dire, il réalise que s'il joue selon leurs règles, il veut en mourir. S'il représente le fameux bien, eh bien le bien, ça veut dire torture et hypocrisie. Donc, par logique pure, la liberté doit se trouver dans le mal. Voilà, et il cherche activement à commettre le péché contre le Saint-Esprit. Dans sa théologie, tu peux être pardonné pour un meurtre, mais rejeter consciemment le Saint-Esprit, c'est le seul péché impardonnable. Ça garantit la damnation éternelle. C'est ça. En se damnant lui-même, il reprend les rênes. Dieu ne peut plus le menacer puisqu'il a déjà choisi son dessein. Il s'approprie la figure du diable parce que c'est la seule figure de rébellion valide dans cet environnement. C'est brillant et tragique en même temps. Mais cette rébellion spirituelle, ça résout pas son problème d'impuissance physique. Ses reins sont détruits. Il peut pas se battre physiquement contre ses bourreaux. Il doit trouver d'autres moyens de dominer. Exactement. Donc il se tourne vers des domaines de logique pure. Les échecs, pour commencer. Il devient redoutable très vite. Les échecs, c'est le contrôle absolu sans aucune morale. Ouais, et les sources mentionnent un détail fou. Il invente de lui-même le piège de Tarrasch, avant même d'avoir lu un livre de théorie là-dessus. C'est un piège basé sur la cupidité de l'adversaire. Tu sacrifies une pièce pour l'attirer et le broyer. Une logique froide, implacable, aucune émotion. Et en parallèle, il se lance à corps perdu dans la chimie, en autodidacte. Ce qui fait totalement sens. La chimie, c'est une bouée de sauvetage conceptuelle pour lui. Parce que ça obéit à des règles fixes. Exactement. Contrairement aux prêches hypocrites de son oncle, la chimie ne ment pas. Tu mélanges deux produits et le résultat est toujours le même. C'est ni vertueux ni pécheur. C'est la réalité objective. Bon, par contre, il s'arrête pas à des petites expériences avec du bicarbonate. Il passe à l'extrême. Pour la fameuse nuit de Guy Fawkes, le 5 novembre, il fabrique une bombe maison.
Avec 2 livres de poudre et du chlorate de potassium, c'est ça, EFAC? Ouais, un mélange hyper instable. Évidemment, ça lui explose au visage. Ah mon Dieu! Les médecins ont dû extraire plus de 4000 morceaux de gravier de sa peau. C'est un miracle qu'il n'ait pas perdu la vue ou la vie, quoi. Et tu sais comment il réagit? N'importe qui serait traumatisé, mais lui, il écrit qu'il se sentait comme un héros. Mais en fait, c'est très logique dans son système de pensée. La poudre a réagi exactement comme elle devait le faire, c'est la justice immanente de la physique. C'était une douleur juste, contrairement à la douleur arbitraire de l'école. Tout à fait. La nature est brutale, mais elle n'est pas hypocrite. Et cette quête d'une confrontation avec des lois physiques implacables, ça explique aussi son obsession pour l'alpinisme extrême. Ah oui, l'escalade. Et il commence pas par des murs d'entraînement, il s'attaque directement aux falaises de craie de Beachy Head. Ce qui est de la folie furieuse. Mais carrément, la craie c'est hyper friable, tu mets ton poids sur une prise et elle peut s'effriter sous ta main. C'est un terrain traître par excellence. Mais là, sa survie ne dépend que de lui, de sa précision et de sa volonté. D'ailleurs, il va jusqu'à inventer un nouveau type de crampon exprès pour ce terrain. Et plus tard, quand il va dans les Alpes, c'est la même chose, il vire les guides locaux parce qu'il les trouve peureux ou incompétents. Et il finit par faire des ascensions majeures, genre légères, tout seul et sans corde. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Au fond, quand on y pense, cette craie de Beachy Head qui s'effrite sous ses doigts, c'est une métaphore parfaite de la nature humaine telle qu'il l'a connue. Super instable, dangereuse. C'est une excellente analogie. Et cela soulève une question importante sur son rapport à la vérité. Sur une paroi à des milliers de mètres d'altitude, l'hypocrisie n'a plus sa place. La gravité s'en fiche que vous soyez un saint ou un pécheur. Si tu lâches prise, tu tombes. Point. Voilà. C'est l'adversaire ultime qui ne triche pas. Il cherche une vérité objective à travers la confrontation physique. Mais le truc, c'est que cette maîtrise physique de la matière a des limites. La gravité ou les explosifs peuvent le tuer. Mais la survie physique ne calme pas son angoisse existentielle. C'est le mur auquel il se heurte plus tard. Il jette comment? Et ce mur, il le rencontre à l'université de Cambridge, au Trinity College, en 1895. Au début, j'imagine que c'est la libération totale pour lui. Oh, complètement. Plus donc le tyran, il a de l'argent, du temps, il lit tout ce qui lui tombe sous la main, Carlyle, Swift, il veut une culture encyclopédique parce qu'il a une ambition très claire. Laquelle? Il veut devenir diplomate. Il veut avoir un impact sur le monde réel, matériel. Sauf qu'en 1897, tout s'effondre. Il tombe gravement malade, oui, assez pour être cloué au lit pendant longtemps. Et c'est là, dans cette immobilité forcée, qu'il a une épiphanie terrifiante sur l'entropie. L'entropie. Comment ça? Il réalise soudain la futilité de l'effort humain face au temps cosmique. Il se dit, même si je deviens le meilleur diplomate du monde ou le plus grand poète, dans 1 million d'années, la mort thermique de l'univers effacera tout. Rien de ce qui est matériel ne dure. C'est ça, c'est voué au néant. Mais du coup, je me fais l'avocat du diable. Est-ce que cette épiphanie n'est pas simplement une crise existentielle classique? Le jeune étudiant brillant, isolé, qui a soudain peur de la mort et qui s'effondre. Ça y ressemble, mais la différence, c'est sa réaction. Il ne sombre pas dans le nihilisme en mode à quoi bon? Il fait quoi alors? Il applique sa fameuse logique mathématique. Si la matière est éphémère et futile, alors la seule réalité pérenne, c'est le domaine spirituel. Et c'est là que naît son concept de la magic. Avec un K à la fin, c'est bien ça? Exactement, avec un K pour bien se démarquer des tours de magie de foire ou des superstitions ridicules. Donc pour lui, la magie, c'est pas prier ou supplier une divinité. Pas du tout. Pour Crowley, c'est une science, la science de la volonté. Son hypothèse, c'est que l'esprit humain, s'il est bien entraîné, peut altérer la trame de la réalité. Un peu comme un chimiste manipule des molécules dans un labo. Donc l'ingénieur utilise des poulies et le magicien utilise des rituels et sa volonté pour manipuler l'énergie spirituelle. C'est l'application de la méthode scientifique à l'exploration de la conscience, tout simplement. Et ça explique totalement sa déception quand il essaye de trouver des livres là-dessus. Les sources racontent qu'il achète un livre hyper connu à l'époque, le livre de la magie noire. Il devait s'attendre à des révélations métaphysiques grandioses. Mais thème! Il pensait trouver l'arme ultime pour défier Dieu ou l'univers. Et qu'est-ce qu'il lit, hein? Des rituels pour empêcher un chasseur de tirer sur un cerf, ou des incantations pour trouver des pièces d'or enterrées. La vulgarité absolue pour lui. Il est complètement écœuré. Pour lui, c'est de la cupidité bas de gamme déguisée en mysticisme. Il réalise que s'il veut un système spirituel digne de ce nom, un truc scientifique, il va devoir le créer lui-même. Ça illustre parfaitement tout son cheminement. La magie devient son ultime sommet à conquérir.
l'espace où sa volonté n'est plus limitée par son corps ou par la destruction matérielle. C'est vertigineux quand on assemble toutes les pièces du puzzle. On a commencé avec un enfant surdoué dont la sensibilité a été écrasée sous la presse hydraulique du fondamentalisme religieux. Et au lieu de se laisser détruire, il a converti cette pression en énergie pure. C'est ça, l'anticipation froide aux échecs, la chimie, les ascensions mortelles en solo, et enfin, la création de cette magique scientifique. Tout ça, ça n'avait qu'un seul but, reprendre le contrôle absolu sur une vie qu'on lui avait volée. Ça montre bien que la répression extrême, souvent, ça n'éteint pas la curiosité intellectuelle. Ça la radicalise. L'éducation des frères de Plymouth n'a pas fait de lui un serviteur docile. Elle a forgé de toutes pièces son pire adversaire. Le boomerang parfait? L'intolérance fabrique ses propres monstres, d'une certaine manière. D'ailleurs, ça amène une réflexion finale que je trouve passionnante pour ceux qui nous écoutent. Aleister Crowley a passé chaque heure de sa vie à vouloir incarner l'exact opposé du dieu punitif et de la morale victorienne de son enfance. Le rebelle ultime. Oui, mais en construisant toute son identité uniquement en opposition à cette secte. A-t-il vraiment réussi à s'en libérer? Ah, excellente question. Ou bien, en passant sa vie à jouer l'exact contraire du rôle qu'on lui imposait, n'a-t-il pas simplement prouvé que ses bourreaux dictaient toujours les règles de son existence? Il a juste enfilé le maillot de l'équipe adverse, en fin de compte. C'est un paradoxe abyssal sur la rébellion. Est-ce que se définir par la pure opposition, c'est de l'indépendance ou juste une forme hyper sophistiquée de servitude? C'est exactement la question qu'il faut se poser. Eh bien, ça donne matière à réfléchir sur les systèmes qui nous façonnent tous. L'invitation est lancée. Il faut continuer de creuser ces textes historiques avec un œil toujours très critique. Merci d'avoir plongé avec nous dans cette analyse et à très bientôt pour une nouvelle exploration.